prime abord, pourquoi, selon vous, cette intensification de manifestations populaires? De choses à dire qui ont été dites, qui ne sont pas forcément fausses. Je ne veux pas plomber l'ambiance par rapport aux espoirs qui peuvent être nourris aujourd'hui, mais on est très très loin de grandes manifestations en Europe, si ce n'est en Allemagne, effectivement, c'est indiscutable. Les Allemands comprennent et ont très bien compris qu'ils étaient mis en danger par rapport à leur propre économie avec l'arrêt de Nord Stream 1 et 2 et qu'ils risquent de souffrir d'une dégradation de leur niveau de vie. Évidemment, et c'est bien de le rappeler, les Serbes, mais les Serbes ce sont des Slaves, et ils ont toujours été très proches des Russes, d'ailleurs, ils n'ont pas compris dans les années 90 que la Russie les a abandonnés au bombardement de l'OTAN. Donc les Slaves, Serbes en l'occurrence, ont très mal vécu ces périodes, ils sont donc plutôt favorables à la Russie, ce qui est logique. Ensuite, il y a l'extrême droite européenne qui est très active, et c'est ça qui est inquiétant. C'est que l'extrême droite européenne, paradoxalement, soutient la Russie. Ça paraît étrange, mais c'est comme ça. On voit que Viktor Orban, par exemple, a décidé de ne pas mettre son pays en danger par rapport à des questions économiques qu'on a évoquées. Mais j'ai envie de pousser un peu le bouchon par rapport à ces questions d'histoire, parce que l'histoire, évidemment, fait beaucoup de choses dans cette affaire. L'histoire n'est pas anodine quand on voit que la Russie lutte contre des groupes néo-nazis parfaitement identifiés, avérés, particulièrement le plus connu étant évidemment le groupe qui s'était réfugié à Azovstal, donc cette fameuse brigade Azov, qui est clairement un enfant vraiment reconnu du nazisme et du néonazisme, puisque c'est littéralement l'idéologie de Stepan Bandera, qui était un nazi convaincu, un SS. Donc ces groupes-là sont combattus par les Russes, et paradoxalement, en Europe, la plupart des manifestants qui commencent à dénoncer cette guerre viennent d'extrême droite. Il y a un peu de gauche, mais la gauche est un peu aphone. Elle a du mal à se positionner. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été abordées. La question de l'histoire. Alors c'est vrai que l'histoire fait beaucoup de choses. D'abord, il faut se rappeler que les premiers empires ne sont pas du tout américains, évidemment. Ce sont des empires européens. Je parle au niveau de l'Europe, hein. Je ne parle pas du reste du monde, où il y a eu d'autres empires. Les principaux empires étaient le principal empire qui voulait l'unification de l'Europe, était le Premier Reich, qu'on a oublié. C'était bien le Premier Reich qui s'appelait le Saint-Empire romain germanique. Donc c'est un Reich qui a duré à peu près 800 ans et qui, par la suite, on fait sans même pas comprendre que Reich veut dire empire, avait voulu unifier l'Europe sur la bannière du christianisme et du catholicisme pour être très précis, d'où le Saint-Empire romain. Ce Reich-là tombe au bout de 800 ans, parce qu'il y a les guerres napoléoniennes qui débarquent et qui affectent évidemment ce grand empire germanique, qui n'est pas encore allemand. Et plusieurs guerres ont lieu les unes derrière les autres pour le contrôle de l'Europe, avec différents empires qui sont encore sur place. L'Empire austro-hongrois, évidemment, l'Empire ottoman, ça va de soi, qui touchait une partie de l'Europe, et puis l'Empire germain qui avait été disloqué. Et pour en finir avec ces empires, plus ces empires coloniaux qui ont eu lieu par la suite avec l'empire espagnol, portugais, français et évidemment anglais, eh bien tous ces empires-là, on se sont fait la guerre copieusement. Pas les Anglais et les Espagnols, pas les Espagnols et les Portugais parce qu'il y avait des guerres civiles, mais surtout les Français, les Anglais et les Allemands. Tout cela alimenté par l'Empire américain naissant, qui était très faible au démarrage, hein. Donc l'Empire américain va se constituer après 14-18 en bénéficiant à plein de la destruction de l'Europe. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire, c'est important. Et l'Empire américain va créer à l'époque la SDN, qui était une initiative pour faire en sorte qu'il y ait ce fameux nouvel ordre mondial que Woodrow Wilson, président américain, avait décrété. Alors, ce n'est pas le nouvel ordre mondial qui est dénoncé aujourd'hui comme une sorte de complot international, mais c'est bien l'idée de se dire que le désordre, à cause de la guerre, doit mettre fin à ce désordre et faire en sorte qu'il y ait un ordre qui s'installe. Donc, Woodrow Wilson pouvait être honnête, hein, c'est pas forcément une crapule, mais il n'en demeure pas moins que très rapidement, la bête lui a échappé. Il va créer la SDN, puis la Seconde Guerre mondiale intervient et on créera derrière la Seconde Guerre mondiale l'ONU, l'Organisation des Nations Unies qu'on connaît aujourd'hui, qui est d'ailleurs sous le haut patronage états-unien, puisque son siège est à New York, ce qui n'est pas normal. Mais à nouveau, pendant la Seconde Guerre mondiale, un pays, à nouveau, l'Allemagne, cette fois-ci pour le Troisième Reich, puisqu'il y a eu le Second Reich qui s'arrête en 18, ce Troisième Reich veut unifier l'Europe, cette fois-ci sous la bannière des nazis. Alors, il y a une guerre qui va durer 5 ans, qui est 5 ans et demi pour être précis, qui va faire des millions de morts, 60 millions, et qui va être un échec. Alors, une fois de plus, les Américains vont tirer leur épingle du jeu. Ils ne gagnent pas la guerre, ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai. C'est les Russes qui gagnent la guerre. Et les Américains vont faire tomber ce fameux rideau de fer dénoncé par Churchill. Pourquoi? Parce que deux idéologies, au départ trois, puisque les nazis étaient une troisième idéologie, qui s'affrontent. Trois idéologies économiques. Les deux restantes seront donc, parce que les nazis étaient anti-capital financier, mais pas anticapitaliste. Il ne faut pas se tromper. C'est le capital financier qui a posé problème. Les Russes étaient anticapitalistes simplement, et évidemment, les Américains sont ultralibéraux, donc capitalisme absolu. Et quand les Russes vont gagner contre les nazis, les Américains prennent panique, font sauter deux bombes atomiques en Asie pour dire aux Russes arrêtez-vous, n'allez pas plus loin que ce qu'on avait défini à Yalta.
Donc il y a ce partage de l'Europe qui se fait, et c'est pas l'Europe des 27. Alors il y a Dr. Thibault qui avait dit l'Europe des 27, non, à ce moment-là, les 27 sont très très loin, c'est l'Europe plutôt des 12 ou des 15, puisque les 27, ça inclut aussi les pays d'Europe centrale qui étaient sous domination soviétique. Eh bien, cette Europe-là va être un enjeu états-unien qui va tout faire pour empêcher que le communisme se répande. Donc, il va faire beaucoup de manipulations, beaucoup de manœuvres. Et il se trouve que l'Europe, au fur et à mesure, se renforce après avoir été endettée de façon abyssale avec le plan Marshall, qui était un plan d'endettement. Ce n'est pas une aide. On pense à l'aide, il n'y a pas d'aide là-dedans. Il y a un emprunt, il y a une dette qui est donnée aux Européens qui viennent tout juste de finir de payer récemment. Eh bien, ce plan Marshall va relancer évidemment l'Europe pour la reconstruction, grâce aux firmes américaines qui en tirent un bénéfice considérable. Et à la suite de ça, il y a une accalmie, effectivement. Et c'est les États-Unis qui, une fois de plus, se retrouvent la grande puissance impériale et qui, pendant 30 ans après la chute de l'Union soviétique, finissent par faire ce qu'ils veulent où ils veulent dans le monde unipolaire. Et il se trouve que les Russes, qui sont un grand empire historique, ont décidé de mettre un frein à cet expansionnisme barbare américain et ont décidé effectivement le 24 février de dire c'est bon, on va arrêter l'OTAN, on va arrêter cet instrument américain, car l'OTAN est uniquement américain, et on va stopper la progression sur l'Ukraine, puisqu'ils ont progressé sur tous les autres pays d'Europe de l'Est, je le rappelle. Et donc les Russes ont décidé d'arrêter cela par la force, parce qu'effectivement, pendant 8 ans, ils ont essayé de négocier, mais ça n'a pas abouti. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en Europe, les Européens n'ont pas assez froid, n'ont pas assez faim, ne souffrent pas assez. Il y a effectivement il y a un recul de la croissance indiscutable, puisqu'on est en récession. Il y a une inflation galopante de 10 à 20%, ça dépend des pays. On se rend compte qu'en Angleterre, c'est tellement la panique qu'ils ont fini par accepter de mettre un homme d'origine indienne à la tête de l'État, ce qui est quand même pas mal, quel cadeau. Et on se rend compte surtout qu'en Allemagne, ça manifeste que c'est les plus conscients du danger. En France, ils n'ont pas encore pris la conscience des enjeux. Parce que la France se croit protégée par le parapluie nucléaire, ces fameuses centrales nucléaires. Je parle de parapluie énergétique. Hein. Et donc, ils n'en ont pas pris conscience. Et malheureusement, on n'est pas encore au début de la douleur. Il faut que vous sachiez qu'en Europe, alors nous, on vit en Europe, avec ce soit Jimmy ou Linda, on vit en Europe et il ne fait pas froid. Enfin, en Europe, en France au moins, du moins dans l'Europe. En France, il ne fait pas froid. On a des températures extrêmement douces. C'est un record de chaleur d'ailleurs pour le mois d'octobre. Et elle continue à durer jusqu'au début novembre. Donc pour l'instant, on ne ressent pas encore les effets de la privation d'énergie. Sauf que ces effets vont se faire sentir. Et au moment où ils vont commencer à réduire la consommation énergétique, ce qui est parfaitement impossible, c'est une lubie qui est intenable, à ce moment-là, il y aura des réductions drastiques qui vont être d'autorité violente. D'ailleurs, Macron les a annoncées, hein, sur 5 niveaux. Il y aura plusieurs strates comme ça de sanctions qui vont s'installer. Et à ce moment-là, les Européens et les Français en particulier, parce que c'est ceux qui manifestent le plus facilement, vont finir par commencer à manifester pour les vraies raisons. Pour l'instant, ils manifestent pour la vie chère, ils manifestent parce qu'il y a une perte de pouvoir d'achat, mais ils ne manifestent pas parce qu'on est en train de leur taper dessus pour des raisons qu'ils ne comprennent pas, à savoir une guerre parfaitement inutile en Ukraine. J'en veux pour preuve, même aux États-Unis, pourtant ce n'est pas les plus pacifistes, que 30 députés, 30 sénateurs pour être précis, américains, viennent de faire une lettre à Biden pour lui demander de sortir de cette logique de guerre et de proposer une négociation. Donc il commence à y avoir des mouvements de résistance parce que les gens n'ont pas compris que la Russie ne peut pas être battue chez elle, c'est impossible. Et donc aujourd'hui, on est sur un empire russe reconstitué qui se renforce, qui est en train de bousculer l'empire américain, le roi dollar. On a parlé tout à l'heure de Bretton Woods, c'est très bien d'en avoir parlé, effectivement, la dollarisation du monde, qui ont décidé de dédollariser le monde, donc de fragiliser l'Amérique. Sauf que l'Amérique a deux avantages dans l'histoire, pour finir mon propos. Elle bénéficie à plein de cette guerre. Pourquoi? Qu'elle perde ou qu'elle gagne la Russie, ça leur importe peu. Ce qui les intéresse, c'est de vendre beaucoup d'armes, c'est fait, ils ont signé des contrats mirifiques. Et ce qui les intéresse, c'est les contrats de reconstruction, mais surtout le contrôle des terres arables d'Ukraine, parce que l'Ukraine est un grand producteur de blé, c'est les terres les plus riches au monde, les terres noires. Et pour finir, les États-Unis sont hyper heureux de l'explosion du prix du pétrole et du gaz, d'abord parce qu'ils vendent du gaz à des prix exorbitants, x4, comme c'était dit tout à l'heure par le docteur, et surtout parce que les prix du pétrole très élevés leur permettent, avec le gaz très élevé, de rentabiliser des investissements très lourds du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Depuis 2015, les États-Unis sont devenus producteurs et exportateurs nets et ils ont besoin que le pétrole et le gaz soient chers pour pouvoir garantir les exploitations. Je rappelle qu'il y a encore 2 ans, la moitié des firmes qui exportaient le gaz et le pétrole de schiste ont déposé leur bilan. Donc là, aujourd'hui, ils se frottent les mains parce qu'ils gagnent sur tous les fronts. Sur le plan pétrolier, gazier, sur le prix du blé qui a augmenté, pas trop mais un petit peu quand même, et surtout sur le plan militaire parce qu'ils vendent beaucoup d'armements. Donc il ne faut pas se perdre de vue, c'est qu'aujourd'hui, et pour conclure mon propos, en Europe, il y a certes des manifestations qui sont un peu réprimées, mais c'est mignon, c'est pas encore massif. Je prends l'exemple de la France, par exemple, la gauche a commencé à manifester timidement, ils ont réussi à amener 60 000 personnes dans la rue. Ça n'a pas été très probant. Par contre, quand les manifestations vont commencer à déraper en hiver, c'est difficile de manifester en hiver, ça échauffe vite les esprits quand il fait froid. Bien là, et si les Européens se mettent d'accord, je parle des peuples cette fois-ci entre eux, là, Madame von der Leyen, pour être très précis,
von der, ça signifie que c'est une aristocrate allemande. Madame von der Leyen aura beaucoup de mal à faire entendre la voix de sa dictature parce que Madame n'a pas été élue, qui impose une guerre inutile à l'Europe et qui aujourd'hui, en plus de cela, et je tiens pour finir mon propos à dire que je suis solidaire de la chaîne RT France avec tous les copains qui travaillent là-bas, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont sur place. Ils viennent d'être à nouveau sanctionnés par les Européens. On essaie de les censurer définitivement. Et donc, je suis solidaire de cette chaîne et je tiens à dire qu'effectivement, quand les peuples européens vont commencer à parler, s'énerver et se coaliser, là, il y aura des moments durs. Mais ce ne sera pas maintenant. Il faut attendre encore quelques semaines. Sabordage économique, il s'agit là d'une des revendications présentées par ces manifestants français. Quelle est votre grille de lecture par rapport à ça? Alors, monsieur Gamal Abina, une dernière pour la rouge, je le disais. Ah, vous posez la question à moi, sabordage économique. Je vous écoute. Vous nous recevez, monsieur Gamal Abina? Parfaitement, oui, parfaitement, allez-y. Super. Alors, on va prendre une dernière question pour vous permettre voilà, de vaquer à d'autres occupations, à ces urgences-là. Sabordage économique, il s'agit d'une des revendications présentées ou alors soulevées haut et fort par ces manifestants français. Alors, quelle est votre grille de lecture par rapport à ces différentes réclamations, revendications? Alors là, je rejoins exactement vos deux invités sur plateau que je félicite pour leur explications qui sont quand même très documentées. Ils ont raison sur un point essentiel. Les États-Unis ont vaincu une partie de l'Allemagne, qui restait les 20% de troupes, il n'y avait pas grand-chose des nazis, et ont prépositionné, il ne faut jamais perdre de vue que l'Allemagne est toujours occupée par l'Amérique. C'est la seule puissance militaire qui n'a pas évacué après la réunification. L'Allemagne occupe toujours le Japon, c'est pourquoi le Japon n'a pas le droit de prendre des positions politiques indépendantes, puisque les États-Unis sont sur place, il y a 30 000 soldats. Ils ont des bases un peu partout dans le monde, c'est vrai, mais ils ont des bases en Europe, et surtout en Allemagne. Donc De Gaulle s'est débarrassé des bases allemandes et a donné une petite, des bases américaines, excusez-moi, et a donné une petite liberté. Mais aujourd'hui, les hommes qui tiennent l'Europe, on parlait de Jean Monnet tout à l'heure, et c'est vrai que c'est pas faux qu'il était plutôt américain. Ces hommes-là ne travaillent pas pour leur peuple, ne travaillent pas pour les intérêts nationaux, sinon ils ne s'aligneraient surtout pas sur les positions américaines, sachant qu'ils sont dépendants de 40% en moyenne du gaz et du pétrole russe, et qui était moins cher, hein, je rappelle. Eh bien, aujourd'hui, ces chefs d'État ne fonctionnent pas comme des gens rationaux. Ils sont un petit peu fous. Ils parlent beaucoup de la folie de Poutine, mais ils sont en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'ils continuent à exécuter les ordres de leur maître américain et ils se comportent comme des vassaux. Alors, c'est vrai que les manifestants ont parfaitement compris qu'aujourd'hui, il y a un truc qui tourne pas rond. Au nom de quoi? L'Europe qui n'est pas en guerre, je le rappelle, contre la Russie. Il n'y a pas de déclaration de guerre, il n'y a pas de guerre ouverte, il n'y a même pas de conflit direct ou indirect. Cette Europe continue à alimenter une guerre inutile, continue à sanctionner la Russie alors qu'ils devraient plutôt négocier et apporter de la paix, et surtout sanctionnent leur propre population. C'était effectivement, vous avez posé la question dans les bons termes, c'est bien ce que l'on appelle une sorte de sabordage économique, on s'auto-suicide. Alors, on estime que 90 000 entreprises allemandes risquent de déposer le bilan d'ici 2023. On estime que l'Italie, qui est un grand pays industriel, risque d'être lourdement impactée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle c'est l'extrême droite qui a pris les commandes au pays 100 ans après que Mussolini ait pris les commandes. Tout de même, ça vous donne un peu une idée du rapport à l'histoire. 100 ans après la marche pour Rome, on a une femme d'extrême droite mussolinienne qui est au pouvoir. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Eh bien, toutes ces questions-là font que les hommes qui dirigent l'Europe, ces hommes capitalistes qui sont à la tête des États et qui sont clairement inféodés à la puissance américaine, ces gens-là ne travaillent pas pour leur peuple, ça c'est évident, de plus en plus évident, et surtout ils travaillent pour les intérêts étrangers. Alors l'intérêt étranger, il est évident que c'est les États-Unis qui donnent des ordres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous inféodés. Il y en a certains que ça arrange, mais globalement, il y a cette espèce de folie. Les seuls qui pourraient peut-être montrer des signes de résistance, c'est les Allemands parce qu'ils prennent plus position. Vous avez remarqué que l'Allemagne, on l'entend plus. Ils ne parlent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur non pas de leur peuple, ils ont peur de leur entreprise. Ils ont peur de leur perte de prestige. Ils ont peur de se retrouver dans une situation qui rappellerait le traumatisme des années 20 et des années 30 avec l'hyperinflation. Donc les Allemands vont négocier, c'est une certitude, mais ils ont le couteau sous la gorge. Les Américains les font chanter. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que ceux qui donnent des ordres, c'est bien les États-Unis, ceux qui influencent les États-Unis, et que la gauche européenne est très faible, est incapable pour le moment, ça va arriver peut-être, de répondre de manière forte pour dire on doit préserver les entreprises et les ouvriers. Ça n'est pas le discours qu'on entend. Aujourd'hui, ce qui est triste à dire, c'est que c'est l'extrême droite qui donne de là. J'ai aucune sympathie pour l'extrême droite, mais il n'en demeure pas moins que c'est ceux qui donnent la contre-offensive américaine. Donc c'est un abordage économique, c'est pour le peuple européen une situation qui va être délétère. Parce qu'il n'y a pas seulement que des grandes entreprises, hein, les petites vont couler. Et j'en veux pour preuve, moi je travaille beaucoup dans ce secteur du BTP avec un partenaire à moi, les prix ont été surenchéris de 40%. Vous imaginez? Alors quand vous vendez des prestations à des clients qui ne comprennent pas, qui vont payer pratiquement la moitié moins cher en plus, la moitié en plus,
du prix d'achat, c'est à 40% d'augmentation, c'est un surenchérissement abyssal. C'est difficile à vendre. Ensuite, l'énergie va se raréfier parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas froid, mais il va faire froid dans un mois. Là, je vous garantis que les réactions seront autrement plus violentes. Et effectivement, les peuples l'ont compris parce qu'il y a un inconscient collectif qui se doute bien qu'il y a un problème. Alors pour l'instant, ils en veulent surtout aux financiers, aux capitalistes. Jimmy vous en parlera mieux que moi, mais dans un second temps, ils vont commencer à se poser la question sur le positionnement par rapport à la Russie. Ils vont se dire, mais pourquoi on va commencer à crever de faim pour des Ukrainiens qu'on ne connaît pas et qui, pour certains d'entre eux, sont néo-nazis? Ils vont se poser la question de savoir pourquoi il y a une telle obsession anti-russe, parce que ça commence à se voir qu'on déteste les Russes. Et ce jour-là, il y aura des échauffourées. Aujourd'hui, surtout en plus qu'on sort d'une crise Covid, avant c'est les gilets jaunes, c'est une multiplication de crises. Donc là, on aura des problèmes. Mais quand vous posez la question, oui, les peuples commencent à prendre conscience de ces problématiques. Et surtout, ils commencent à prendre conscience qu'on se fiche d'eux, mais dans des proportions incroyables. La propagande médiatique est tellement ridicule aujourd'hui qu'ils ne savent plus quoi penser. Il y a encore 2 semaines, ils disaient que les Russes étaient à genoux et qu'ils étaient en train de perdre la guerre. Une semaine plus tard, les Russes ont tapé 84 missiles. Immédiatement, c'est considéré comme étant un acte de guerre disproportionné. Enfin, ils entendent tout et son contraire, mais en demeurant, ils se rendent bien compte qu'eux n'ont rien demandé à personne et que les décisions sont prises sans eux. Et pour parler, pour questionner, pour finir mon dernier propos sur la question de la démocratie, j'ai envie de dire simplement, au nom de quoi ces dirigeants européens? Au nom de qui osent-ils prendre des positions guerrières ou néo-guerrières, parce que ça se rapproche du principe guerrier, sans consulter leur Parlement, c'est une chose, et sans consulter leur population? Pas de référendum, on n'en parle aux gens ce qu'ils en pensent. Je serais curieux de savoir ce que diraient les Européens si on faisait un référendum pour leur demander s'ils veulent continuer la guerre avec les Russes. La réponse, à mon avis, ne serait pas très, très favorable aux dirigeants. Donc c'est vrai que aujourd'hui, les populations s'inquiètent, et elles ont raison de s'inquiéter, se rendent bien compte qu'il y a des manipulations, et se rendent bien compte que leurs dirigeants sont soit des fous, je dis, hein, des fous, qui opèrent un suicide économique, ou soit des laquais états-uniens qui n'ont absolument pas la capacité de pouvoir montrer qu'ils ont un peu de courage politique pour dire on arrête cette guerre inutile, on pousse Zelensky, qui est un fou lui aussi, à la négociation, parce que, in fine, ceux qui vont souffrir, malheureusement, c'est toujours le même qui souffre, ce sont toujours les populations en règle générale, les Ukrainiens en particulier, mais les Européens pour élargir le débat. Je dis régulièrement dans les médias, les Russes n'auront pas froid cet hiver. Par contre, en Europe, ça va être une autre paire de manches. Voilà, excusez-moi pour raccourcir mon propos, mais malheureusement, je ne vais pas rester pour des raisons que vous avez expliquées tout à l'heure. Afrique Média. Le monde, c'est nous.